Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. Les États-Unis d'Amérique intensifient leur médiation entre la RDC et le M23. Washington mise sur l'appui du Qatar à l'approche d'un sommet diplomatique. À la une, également, l'insalubrité bat son plein à Kinshasa, notamment dans les marchés pirates. Vous suivrez dans ce journal un reportage au marché qui s'est formé vers le pont Matete. À l'international, le Ghana met les bouchées doubles pour lutter contre les activités minières illicites. Accra veut renforcer la traçabilité de l'or. Bienvenue à tous. À l'approche d'un sommet diplomatique prévu fin juillet, les États-Unis d'Amérique renforcent et intensifient leur médiation entre la RDC et le M23, misant sur l'appui du Qatar pour sortir de l'impasse. Alors que les tensions persistent sur le terrain, des signaux discrets laissent entrevoir une possible percée dans les négociations. Blaise Kozola. D'après des sources dont Jeune Afrique, les États-Unis accélèrent leurs efforts diplomatiques pour arracher un accord entre la République démocratique du Congo en amont d'un sommet prévu fin juillet. Celui-ci pourrait réunir Félix Tshisekedi, Paul Kagame et Donald Trump. Washington mise sur la médiation en cours à Doha conduite par le Qatar pour faciliter une sortie de crise. Mais sur le terrain, la tension reste vive. Plusieurs sources rapportent un renforcement de forces du M23 et l'armée congolaise ces derniers jours sur la ligne de front. À Kigali, Paul Kagame estime que les initiatives américaines et qataries sont complémentaires. À Kinshasa, les autorités insistent sur la nécessité de rétablir pleinement l'autorité de l'État dans l'est du pays, quel qu'en soit le prix. Toujours selon Jeune Afrique, le M23 refuserait pour l'heure de se retirer des zones qu'il contrôle. Un acte jugé inadmissible tant par le gouvernement congolais que par des milliers de Congolais qui ne jurent que par l'unité de leur pays dans les frontières acquises depuis l'indépendance. Malgré ces blocages et la discrétion qui entoure les discussions, plusieurs signaux laissent penser à une possible accélération du processus. L'arrivée sur place des figures de premier plan comme le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur Jacquemain Chabani ou son homologue rwandais alimente les spéculations sur une avancée imminente. Alors que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont annoncés pour ce mois à Washington aux États-Unis d'Amérique en vue de finaliser le processus de paix autour de Donald Trump, l'accord qui a été signé le 27 juin entre le Rwanda et la RDC suscite encore des réactions. D'abord le cardinal Ambongo qui porte un regard critique au deal pour la paix. Le prélat est rappelé à son tour à la retenue et à la critique constructive, notamment par Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Des réactions qui n'en finissent pas autour du deal de la paix. Myriam Likio et José Junior Ouawa pour le commentaire. C'est à travers une tribune publiée ce vendredi 11 juillet que le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, a commenté cette dernière sortie médiatique du cardinal Fridolin Ambongo au sujet de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington, sous l'égide des États-Unis, préférant recommander au prélat de proposer des solutions concrètes pour une sortie de crise en lieu et place d'énonciation. Au niveau de la nouvelle société civile, nous avons eu à les critiquer comme tous les citoyens, à positionner les points forts et les points faibles, mais aussi à dégager des pistes de solutions. Mais le critique porté à cet accord par le prélat, le cardinal Ambongo, ne surprend personne parce qu'il critique, mais il ne propose pas la suite, si le schéma à suivre. Qu'est-ce que nous devons faire en alternative? Nous, à notre niveau, nous estimons que cet accord est une base de discussion et qu'on peut améliorer parce que tout œuvre humain n'est jamais parfait. Contrairement au prélat, Jonas Tchombela estime que l'instabilité dans l'est de la RDC n'est pas seulement due au pillage des ressources naturelles. Nous disons avec ces documents que c'en est assez, cette façon de fonctionner. Assez de fausses solutions, assez de décisions prises sans écouter ceux qui vivent en première ligne de l'effondrement du climat.
Pour l'heure, pour sceller cet accord de paix, Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la RDC sont attendus en ce mois de juillet à Washington autour de leur homologue Donald Trump. De la politique et sécurité, nous parlons maintenant de l'économie avec la signature ce jour du protocole d'accord entre le Fonds de promotion de l'industrie et le Programme des Nations Unies pour le développement. Un moment solennel qui marque la naissance d'un partenariat stratégique et porteur d'avenir au service de la transformation économique, de l'inclusion sociale et de l'autonomisation des forces vives de la République démocratique du Congo. Des amples détails dans ce reportage de Dieudonné Boinali. Les fonds de promotion de l'industrie et les programmes des Nations Unies pour le développement ont signé ce vendredi 11 juillet à Kinshasa un protocole d'accord pour la transformation économique, l'inclusion sociale et l'autonomisation des forces vives de la République démocratique du Congo. Ces protocoles s'inscrivent dans le cadre d'un engagement commun. La cérémonie de ce jour est le résultat d'un long processus de discussion et d'échange qui a su prendre en compte la convergence des missions de nos deux institutions pour aboutir à l'expression d'un objectif commun. Elle inaugure une ère nouvelle, celle d'un partenariat stratégique que nous ne considérons pas comme une simple formalité juridique. Elle est l'expression d'une vision partagée, d'une volonté commune et d'un engagement sincère à contribuer au développement durable de notre pays. À l'hôte du FPI de délier aussi sa langue. Ce moment solennel marque la naissance d'un partenariat stratégique et porteur d'avenir au service de la transformation économique, de l'inclusion sociale et de l'autonomisation des forces vives de la République démocratique du Congo. À travers cette initiative, les FPI et les PNUD affichent leur volonté ferme d'investir dans la jeunesse et les femmes congolaises, non pas uniquement comme des bénéficiaires, mais comme des acteurs du changement. Ce protocole s'inscrit dans le cadre de notre engagement commun à lutter contre la pauvreté en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises MPME. Il répond aussi à une ambition profonde qui est d'impulser un développement inclusif et durable avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Ces partenariats s'inscrivent dans la continuité d'une relation de confiance déjà établie entre les PNUD et le gouvernement de la RDC, notamment dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. La balle est maintenant dans les camps de services techniques respectifs pour sa mise en œuvre opérationnelle. Il s'est de noter que ces partenariats exemplaires marquent un tournant dans l'histoire du FPI en consolidant son rôle de moteur structurel dans la lutte contre la pauvreté et en capitalisant sur la solidité de sa collaboration avec les PNUD. Et pour approfondir ce sujet, nous recevons ici sur ce plateau Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste ici à Geopolis Forum. Vous êtes auteur de ce reportage. Le partenariat qui a été signé entre le FPI et le PNUD, c'est un programme ambitieux, mais quels en sont les piliers essentiels ? Bon, je vais d'abord planter les décors en disant que les fonds de promotion de l'industrie, c'est l'établissement public appartenant au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a pour principale mission la reconstruction du tissu industriel du pays détruit par les différents pillages des années noires, des années 1990 et de la aérianisation des tristes mémoires. Quant au programme des Nations Unies, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies qui lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et les sous-développements dans le monde. Le programme des Nations Unies est déjà partenaire du gouvernement congolais dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Plusieurs projets de construction des infrastructures ont été donnés au PNUD
Et revoilà encore le programme des Nations Unies qui est revenu encore sur la sellette avec les projets actifs qui veut tout simplement dire action, changement et transformation par l'inclusion financière. Les initiateurs de ces programmes sont partis du constat selon lequel la République démocratique du Congo dispose de plus de 80 millions de terres arables. Nous sommes un pays à vocation agricole, au-delà de disposer de potentialités minières. Et notre population aujourd'hui avoisine les 100 millions d'âmes et 80% des hommes et des femmes qui travaillent, c'est-à-dire dans ce qui est connu comme notre main-d'œuvre bon marché et abondante. Vous trouvez des femmes et la majorité sont des jeunes. Maintenant, ces jeunes et femmes ont été laissés, oubliés dans plusieurs projets de développement. Voilà pourquoi les PNUD est venu s'associer au Fonds de promotion de l'industrie pour soutenir des projets de développement dans les secteurs agricoles, parce que le secteur de l'agriculture, c'est le secteur qui produit plus d'emplois, qui emploie plus de main-d'œuvre et qui est capable d'absorber les chômages de plus en plus galopants dans les pays. Et ces programmes reposent sur 5 piliers, je vais citer quelques-uns. Les renforcements des capacités des prestataires de services financiers afin de concevoir des produits adaptés aux petits producteurs agricoles et aux artisans miniers. L'amélioration de l'accès au financement pour les groupes vulnérables engagés dans des chaînes de valeur durables et les mamans maraîchères, les cultivateurs et cultivatrices. Il y a aussi l'implantation des services financiers dans les zones reculées, peu ou non desservies, garantissant une véritable équité territoriale, l'accompagnement des MPME et PME via les incubateurs pour renforcer les gestions et résilience, et enfin, la professionnalisation des PME et MPME via des incubateurs et des outils d'analyse et de suivi des projets au sein du FPI dans les cadres spécifiques de ces nouveaux partenariats. Mais à la fin de ces protocoles d'accord, le DG du FPI, Bertin Mudimu Tshisekedi du parti Kilunga, a souhaité qu'on puisse étendre ces projets dans d'autres domaines tels que la formation, parce que le Fonds de promotion de l'industrie a besoin aussi de l'information et aussi des échanges d'expériences pour formaliser d'autres projets dans l'avenir. Voilà, le projet devrait être étendu vers la formation, mais qui en seront vraiment les bénéficiaires? Bon, selon Madame Aïcha, la représentante résidente ad intérim du PNUD en République démocratique du Congo, il s'agit de la jeunesse congolaise et plus particulièrement de la jeunesse féminine, les femmes qui évoluent dans les secteurs agricoles, des petites plantations, des petites fermes, les mamans maraîchères. Ces projets leur sont destinés. Elles ont besoin des petits crédits pour s'acheter des matériels aratoires, pour développer les activités champêtres. Mais malheureusement, cette catégorie de Congolais n'a pas accès au système financier congolais qui est bâti ou qui se développe autour des grandes villes du pays. Là, je parle du monde urbain et non le monde rural. Or, la majorité des Congolais vivent dans les milieux ruraux. Donc, ces projets leur est destiné. Voilà, d'où le besoin que vous avez noté là de l'inclusion financière. Merci beaucoup, Dieudonné Boinal, de votre passage. Merci aussi à vous pour vos pertinentes questions, mais je précise, financement de la jeunesse et des femmes qui évoluent dans le secteur agricole. Pourquoi? Leurs productions seront récupérées par l'agro-industrie et en ce moment-là, les PNUD
et les FPI ont retrouvé un intérêt commun, c'est-à-dire développer l'industrie, plus particulièrement l'agro-industrie. Merci beaucoup Dieudonné Boinali, merci de votre passage. On va donc poursuivre avec ce journal. Donner aux jeunes les moyens de fonder les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de la population. Patience Lokeke nous en dit davantage. Alors que le débat mondial s'anime autour de la baisse des taux de fécondité et d'un éventuel effondrement de la population, le Fonds des Nations Unies pour la population recentre la discussion. La véritable crise, c'est le manque d'autonomie procréative, notamment chez les jeunes. À l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, l'édition 2025 porte sur le thème « Donner aux jeunes les moyens de fonder le famille qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Un message fort pour rappeler l'urgence de garantir à cette catégorie de la population le moyen de façonner librement leur avenir familial. Pour répondre efficacement aux tendances démographiques mondiales, les dirigeants doivent donner la priorité aux besoins et aux voix de jeunes. Ces derniers ont non seulement besoin de services, mais aussi d'espoir, de stabilité et d'un avenir qui valent la peine d'être planifié. Les rapports du UNFPA soulignent que des millions de jeunes dans le monde désirent avoir plus d'enfants, mais s'en trouvent empêchés par des freins sociaux, économiques ou encore sanitaires. Entre instabilité, manque d'accès aux soins, inégalité des genres ou encore insécurité économique, les jeunes aspirent à plus qu'un service, ils veulent un avenir solide, digne et durable. La journée de ce 11 juillet résonne aussi comme un appel à l'action pour le dirigeant du monde entier, placer le besoin, le droit et le voix de jeunes au cœur de politiques démographiques. Je l'avais annoncé en titre, l'insalubrité demeure un problème majeur dans la ville de Kinshasa et parmi les causes figurent les marchés pirates d'après plusieurs personnes ressources. Des montagnes d'immondices se sont formées, notamment dans certains marchés, tandis que les services compétents ne semblent pas s'en préoccuper, alors que des taxes sont régulièrement perçues. Le cas du marché du Pont Matete, un centre de négoce né sur le chemin de fer de cette commune. Suivez ce reportage, il est signé Rachel Misenga. Pont Matete, c'est carrefour de l'est de Kinshasa, initialement aménagé pour la circulation des locomotives urbaines et périurbaines, c'est au fil du temps transformé à un marché pirate. Ici, à peine l'on peut apercevoir le rail qui est déjà couvert des immondices. Malgré ce danger permanent, ces commerçants préfèrent étaler leurs marchandises, si pas à quelques mètres du rail, certains c'est même sur le rail. À première vue, l'on se croirait à une déchetterie tellement l'environnement insalubre. Des bouteilles en plastique, de sachets, des ordures de tout genre, c'est une ambiance de chaos total qui règne ici au marché Pont Matete. Pas d'entretien, mais curieusement, les produits sont exposés à même le sol dans un endroit dont l'insalubrité bat son plein, avec comme possibilité de faciliter la propagation de maladies de main sale, déplore désespère. Comme si de rien n'était, semblait-il, de taxes et autres droits dus à l'État seraient régulièrement perçus de la vie des contribuables. Certaines personnes justifient cela par le problème conjoncturel que connaît le pays et responsabilisent de ces faits les pouvoirs publics. Normalement, na rail, les a bien été boutés. Parce que les place moko ya très et les caca pour créer des accidents bani. Natala kaka mboka na biso ndenge ezali. Yango ba mama bazo telema pona kota pour wakama ya koleisa bana. Bon, il faut ba konzi ba lukanenge ya ko créer wa ba place ya ba mama côté kaka wa ba espace moko ya ba mama côté kaka ekozala bien. Les autorités indifférentes ou complices, difficile de répondre à cette question vu la complexité de la situation. Plusieurs opérations mises en place par le gouvernement provincial pour mettre fin au marché pirate avec des slogans tels que « Balabala Eza Wenzete », la rue n'est pas un marché, qui est pourtant un slogan ambitieux semble souffrir de son application. Pendant ces temps,
L'Hôtel des Villes continue de rassurer via ses différents services spécialisés qu'un retour à la normale est encore possible sous cette mandature, en nonobstant des limites montrées par les différentes initiatives telles que Kinshasa et Zobonga et tant d'autres visant à assainir l'environnement de la capitale, de quoi justifier les inquiétudes d'une population déjà excédée par des promesses difficiles non tenues face à une situation exécrable. D'une commune à une autre, nous sommes maintenant au centre-ville, dans la commune de la Gombe donc, pour vous faire savoir que les travaux de réhabilitation de l'avenue Isiro avancent très lentement. La population et les usagers de la route, excédés par les embouteillages et les difficultés de circulation, appellent à une accélération urgente des travaux pour alléger le trafic. C'est un reportage qui est signé Gigi Nende et Giscard Tamba. Les travaux de réhabilitation de certaines routes de Kinshasa sont en cours depuis plusieurs mois, mais les Kinois commencent à s'impatienter. L'une des routes dont les travaux avancent à pas de tortue est l'avenue Isiro, située à Gombe, en plein centre-ville. Ces travaux qui tardent à se concrétiser rendent la circulation difficile. Na idée au gouvernement ezwaki pona obongisa nzela vraiment tosepelaki makasi. Parce que banzela nyonso o eza banzela ya kala avec même mobutu azala na kibokonzi. Eza banzela kala. Tant gouvernement ezwi idée ya kobongisa banzela tosepeli banzela ekoma malamu parce que so banzela ekoma malamu makamyo se kozala malamu. Sikoyo eloko to constater bazosala musala ngo malembe. Wana eza siko faute ya gouvernement, eza faute ya gouvernement te. Bango ne bato baosala misala na ndenge ya malamu te. Gouvernement fungwela bango mamisu parce que 24 communes comme chantier likolo ya chantier, embouteillage likolo ya embouteillage nzela koleka eza te. Les autorités ont promis que ces aménagements amélioreraient la qualité des routes et faciliteraient les déplacements. Cependant, le rythme des travaux semble lent et les délais annoncés ne sont pas respectés. Cette attente prolongée crée un sentiment de frustration au sein de la population qui espère des résultats concrets. Parce que tout est misal où met autre comme de 7e mois. Le titre on va jamais misal ici. Parce que ba na biso on va vendre awa baza un piché. Mais va bima exact. Comme nous voyons dans village. Non, il y a village, il y a centre-ville. Vous savez, tout le monde va se faire mango. Il y a balabala. Au centre-ville, Penda, ambassadeur, bazali belé, bapaya, bazali belé. Bazo foutre ba immeuble. Akiti na taxi, moi comme na ngambo ezate, azo lukanzela koleka. Yimo ozomona batoni ba oleka. Ozomona là. Vous savez, au tambola. La population quinoise appelle à une accélération urgente de ces travaux afin de garantir une circulation fluide sur des routes en bon état. En sport, un nouveau contrat controversé entre la RDC et le FC Barcelone. Didier Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs, aurait signé le 9 juillet dernier un nouvel accord avec le club catalan pour un montant de 10 millions d'euros par an. Cela donne en 5 ans une somme bagatelle de 50 millions d'euros intégralement prise en charge par les trésors publics de la RDC. Plus de détails dans ce commentaire signé Blaise Kouzola. Selon Jeune Afrique, le ministre de Sport Didier Boudimbo aurait signé le 9 juillet dernier un contrat de collaboration avec le représentant du club catalan, marquant une nouvelle étape dans la stratégie du gouvernement visant à internationaliser le sport congolais et à renforcer la formation de jeunes talents. La signature de ces partenariats se serait déroulée à Barcelone, au siège du club, en présence des dirigeants du Barça, des membres de la délégation congolaise, ainsi que de représentants de la diaspora sportive congolaise en Espagne. Toujours selon Jeune Afrique, le jour de compétition, le logo RDC Cœur de l'Afrique, déjà visible sur le maillot de l'AS Monaco, s'afficherait dans le dos des maillots d'entraînement de joueurs et du personnel encadrant, excepté en Ligue de Champions ou pendant la Coupe du Monde de clubs. Le pays bénéficierait d'un salon VIP au Camp Nou pour inviter des partenaires et organiser des événements d'entreprise. Le ministère congolais des Sports pourrait même privatiser les stades une fois par saison pour y organiser un match.
Aux abords de l'enceinte, la RDC disposerait d'un showroom, un lieu d'exposition de plus de 80 mètres carrés pour vanter sa destination et ses produits. Le contrat permettrait aussi à la RDC d'utiliser l'image des joueurs du FC Barcelone, voire de les rencontrer lors de séquences très encadrées. Sur le volet formation, le club espagnol organiserait 4 stages par an de 5 jours dans ses infrastructures pour entraîner jusqu'à 50 joueurs congolais. Le tout autour d'une somme pharaonique de 43 millions d'euros hors taxes sur 4 saisons. Un premier virement de 10 millions d'euros aurait même déjà été décaissé. Avec ces probables nouveaux partenariats avec un club européen, l'opinion publique et sportive semble divisée. Si certains acquéreraient la nouvelle comme merveilleuse pour l'image du pays à l'international, d'autres par contre fustigeraient ces différents accords et partenariats alors que la politique sportive et touristique congolaise serait complètement aux abois. Wait and see. Toujours en sport, la Fédération internationale de football association vient une nouvelle fois de secouer l'association sportive V-Club de Kinshasa en infligeant une série de sanctions suite à des litiges contractuels avec certains joueurs et des membres du staff. Ces derniers ont directement saisi l'instance fêtière du football mondial pour non-respect de leur engagement. Encore une fois, Blaise Kuzola. D'être sanctionné par la FIFA suite au dossier Siaka Bakayoko Chateau et le coach Ablessa Mouadou. Chateau, après la fin de son contrat en janvier dernier, avait saisi la FIFA contre V-Club pour le non-paiement de sa prime de signature qui s'élève à 10 000 $. Malheureusement, V-Club avait négligé sa plainte. Une mise en garde a été donnée à Vita au mois de mars de s'acquitter de cette dette avant avril, sans réponse de la part du club. Pour Ablessa Mouadou, la plainte date d'octobre 2024 après son licenciement par l'administration V-Clubienne validant sa démission verbale. L'entraîneur marocain réclamait sa prime de signature et ses arriérés des salaires qui faisaient un total de 180 000 $. Une mise en demeure a été faite contre V-Club en décembre sans réponse de la part du club. Une deuxième mise en demeure a été envoyée par la FIFA en mars sans suite. Au début mai 2025, il y a eu procès en visioconférence entre la FIFA, V-Club et son accusateur. Malheureusement, le nouveau comité n'ayant été mis au courant du dossier que lors de la remise et reprise n'avait plus le droit de demander une dérogation de quelques jours pour chercher à s'acquitter du dossier avant la sanction. Ce qui fait qu'avec 2 dossiers de litige financiers traités comme une situation négligée par la partie V-Club, la FIFA vient de donner une sanction financière à l'AS Vita Club qui veut tout simplement dire que le club vert et noir ne va plus recruter jusqu'au paiement des litiges ainsi que les amendes. Dans les situations pareilles, le club ne pourrait négocier que le transfert locaux, sauf si la FIFA enfonce la sanction. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. Le gouvernement togolais poursuit sa stratégie de dynamisation du secteur privé en incitant les jeunes à s'auto-employer, une solution pour lutter contre le chômage des jeunes et favoriser la création de richesses. Les autorités multiplient le mécanisme de financement pour accompagner ces projets porteurs d'espoir pour l'avenir économique du pays. Suivez. Inspirer le jeune Togolais porteur de projets. Tel est le but du premier multiple national sur l'entrepreneuriat qui s'est tenu le 5 juillet à Lomé. Un événement organisé par le ministère du Développement à la base. Plus de 300 acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial y ont pris part, dont l'entrepreneur ivoirien Stanislas Zézé en qualité d'invité d'honneur. Les marchés du travail togolais voient entrer plus de 150 000 jeunes chaque année et la grande majorité d'entre eux ne répondent pas aux besoins du marché. Pour lutter contre le chômage de jeunes et favoriser la création des richesses, l'État togolais a donc choisi d'inciter le jeune à s'auto-employer et à être capable de générer d'autres emplois. Plus de 70% de la population des moins de 30 ans au Togo, une statistique
qui a encouragé les autorités à multiplier les mécanismes de financement en faveur de jeunes. Dernier en date, les projets d'accompagnement de jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur le champ de valeur créatrice d'emploi, PAJEC, lancé en février dernier. Une initiative financée à hauteur de 28 milliards de francs CFA pour promouvoir la croissance inclusive et la création d'emplois décents pour les jeunes. Face à l'ampleur de l'exploitation illégale de l'or qui menace aussi bien l'économie nationale que l'environnement, le Ghana a décidé de passer à l'action. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail spécial chargé de traquer les activités minières illicites, de renforcer la traçabilité du métal précieux et de récupérer les milliards de dollars perdus chaque année. Rachel Misenga pour le commentaire. Face à l'ampleur de l'exploitation illégale de l'or qui menace aussi bien l'économie nationale que l'environnement, le Ghana a décidé de passer à l'action. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail spécial chargé de traquer les activités minières illicites, de renforcer la traçabilité du métal précieux et de récupérer le milliard de dollars perçus chaque année. Une offensive qui combine sécurité, technologie et volonté politique. Le président ghanéen John Dramani Mahama a officiellement lancé le 8 juillet 2025 un groupe de travail spécial baptisé Gold Board Task Force, chargé de lutter contre l'exploitation illégale de l'or. Composé de policiers, militaires et agents de sécurité, le Gold Board Task Force est habitué à arrêter et détenir les contrevenants. Ses membres seront dotés de caméras corporelles et de véhicules géolocalisés garantissant une transparence inédite dans les opérations sur terrain. D'après les autorités ghanéennes, les pays perdent en moyenne 1 à 2 milliards de dollars par an dû à l'extraction illégale d'or engendrant la pollution de cours d'eau, des forêts et des terres agricoles. Selon le président Mahama, la mise en place de cette task force devrait permettre de démanteler l'économie parallèle de l'or. Pour les observateurs, cette initiative marque une réponse ferme à la pression populaire et aux appels répétés pour protéger l'environnement et renforcer l'économie nationale. Rappelons que le Ghana est le premier producteur d'or en Afrique, avec environ 130 tonnes produites en 2024, représentant près de 4% de la production mondiale. À présent, à la revue de presse dans cette sélection et commentaires signés Damani Mujinga. Bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons avec Africa News qui titre à la une « Ambongo dénigre la méthode Trump ». Le cardinal Fridolin Ambongo n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'accord de Washington et de la méthode unilatérale adoptée par le président américain Donald Trump pour tenter d'imposer une paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Depuis le Vatican, lors de la conférence de presse des églises d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes, le haut prélat catholique a vivement dénoncé ce qu'il considère comme une approche cynique et déséquilibrée, centrée sur l'exploitation des ressources africaines. Le cardinal a surtout mis en cause le processus opaque qui a conduit à l'accord en soulignant l'exclusion des véritables parties prenantes du conflit. Pour lui, l'accord de Washington constitue une fausse solution qui ne prend pas en compte les réalités du terrain ni les souffrances des populations affectées. De l'autre côté, le quotidien revient sur les négociations gouvernement et M23 au Qatar. Les délégations du gouvernement congolais et celles du mouvement rebelle AFC M23 sont bien arrivés à Doha où doivent se poursuivre les négociations entamées depuis plusieurs mois. Ce nouveau round se distingue des précédents par son niveau de représentation. Le mouvement politico-militaire est notamment représenté par Benjamin Bonipa, son secrétaire exécutif. Il fait office de Premier ministre du mouvement, précise une source interne à l'AFC M23. Comme
Il a été dit, l'accord de Doha doit agir en complément de l'accord de Washington qui lie la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. Si la volonté affichée par toutes les parties prenantes est de mettre un terme au conflit qui déchire la RDC depuis près de 30 ans, nombreuses sont les voix qui crient pour dire non à toutes les revendications tendant à freiner ce processus. Géopolis Hebdo, quant à lui, parle des jeux troubles de Kampala. Le porte-parole de l'armée ougandaise, Félix Koulayingie, a indiqué que le président Yoweri Museveni avait ordonné la réouverture des postes frontières de Bunagana, Ishasha et Busanza. Les chefs des forces de défense ougandaises Muhoozi Kainerugaba avaient demandé mercredi soir à tous les commandants militaires stationnés le long de la frontière commune d'autoriser les personnes à circuler librement. L'Ouganda n'est pas à son premier signal paradoxal. Kampala est habitué à cet imbroglio diplomatique avec son voisin le Congo. Selon le rapport de l'ONU, les troupes ougandaises de l'UPDF ont été déployées en janvier 2025 dans les territoires de Mahagi, Djougou, sans notification préalable ni accord officiel avec Kinshasa, violant ainsi la souveraineté congolaise. Cette présence étrangère non coordonnée a, selon les experts onusiens, aggravé les tensions intercommunautaires dans une région déjà marquée par les conflits ethniques et les exactions armées. Plus troublant encore, les unités de l'UPDF se sont positionnées à proximité des zones contrôlées par la coalition rebelle du M23 AFC, faisant planer des soupçons de collusion tacite. Ce déploiement s'inscrit dans un contexte de militarisation régionale où frontières et alliances se brouillent dangereusement. Le grand ménage de Kolongele, des interpellations en cascade au Conseil national de sécurité, écrit EcoNews. Depuis son arrivée à la tête du Conseil national de sécurité, le professeur Kolongele Eberand mène une campagne d'interpellation aussi coriace que mystérieuse. Généraux, hauts fonctionnaires, mandataires publics, personne ne semble à l'abri de ce qui est présenté dans l'entourage du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, comme une grande purge nécessaire. Mais derrière les discours sur la sécurité nationale se cachent des méthodes opaques qui soulèvent des questions légitimes. Jusqu'où ira cette chasse et sur quels critères repose-t-elle? L'arrestation spectaculaire du général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des FARDC, ainsi que celle de ses proches collaborateurs, a marqué les esprits. Pourtant, jusqu'ici, aucune charge précise n'a été rendue publique. Terminons avec Info 27 qui titre « Mongafula, une maladie suspecte fait 9 morts à la pédiatrie de Kimbondo ». Le bourgmestre de Mongafula, Serin Toumbé, a alerté ce 10 juillet 2025 les autorités sanitaires nationales et provinciales sur l'apparition d'une maladie suspecte à la pédiatrie de Kimbondo et à l'orphelinat Mamakoko. Dans une correspondance, il évoque le cas d'un enfant de 5 ans arrivé de Limete présentant des symptômes similaires au choléra. L'enfant aurait été placé dans un pavillon aux côtés d'autres malades. Quelques heures plus tard, plusieurs enfants ont montré les mêmes symptômes. 9 sont décédés dès le lendemain. Alertées, les autorités ont procédé à l'évacuation des cas suspects vers le centre médical du camp Kokolo. Toutefois, selon le bourgmestre, les enfants restés sur place ont continué à tomber malades. Les échantillons ont été transmis à l'Institut national de recherche biomédicale pour analyse. En attendant les résultats, Sévérin Lumbu a demandé un soutien urgent pour doter le centre d'une unité d'intervention rapide. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir. Et c'est la fin de cette session d'information, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres.
Les États-Unis d'Amérique intensifient leur médiation entre la RDC et le M23. Washington mise sur l'appui du Qatar à l'approche d'un sommet diplomatique. Et puis, vous l'avez suivi, l'insalubrité bat son plein à Kinshasa, notamment dans les marchés pirates. Vous avez suivi dans ce journal le reportage sur le marché Pont-Matete. À l'international, le Ghana met les bouchées doubles pour lutter contre les activités minières illicites. Accra veut renforcer la traçabilité autour de l'or. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.